Emmanuel Macron, donc, qui sera dès lundi pour 3 jours en visite d'État au Maroc après 3 années de brouille diplomatique entre Paris et Rabat. L'occasion, vous allez voir, pour nos fleurons français, de signer des contrats. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. On peut dire que c'est la grande réconciliation avec le Maroc. Un réchauffement qui n'est, il faut l'expliquer, pas le fruit du hasard. Hein. Oui, alors d'abord, on réchauffe les relations parce qu'elles étaient très refroidies. Ça a duré quand même 3 ans, une brouille historique. On n'avait jamais vu ça sous le règne de Mohamed VI. Pour plusieurs raisons, notamment les visas. Les Marocains ont très mal pris le fait qu'on réduise drastiquement l'attribution de visas. Donc, il y a eu même des visites d'organisations patronales qui ont été annulées. Enfin, les entrepreneurs, on disait, l'ambiance est très pesante, c'est très compliqué pour nous, alors que avec ce pays, on a des relations historiques très fortes. Donc, il y a eu effectivement beaucoup de discussions, et là, l'annonce d'une grande réconciliation. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a choisi son camp entre l'Algérie et le Maroc. Dans le Sahara occidental. Exactement. C'est quoi cette histoire ? Dans ce conflit sur le Sahara occidental, donc, qui dure depuis 50 ans, donc au sud du Maroc, cette bande de terre occupée par les Marocains qui revendique la souveraineté, qui est contestée par une organisation qui s'appelle le Front Polisario, soutenue par l'Algérie, en considérant que le Maroc colonise ce territoire. On a vu Paris un peu osciller entre Algérie et le Maroc. Il y a eu des tergiversations ? Absolument, il y a eu une visite d'État en Algérie, on a eu le sentiment que la France soutenait plutôt l'Algérie. Bon, finalement, les relations avec l'Algérie ne sont pas vraiment améliorées, et récemment, je pense qu'Emmanuel Macron a fait le calcul en disant on mise sur le Maroc. Et du coup, il a pris position cet été là-dessus. Cet été, il a envoyé une lettre très officielle au roi le jour de la fête du trône en disant « La France reconnaît la souveraineté du Maroc sur ce territoire ». Donc il a choisi son camp, l'Algérie a hurlé, le Front Polisario a dénoncé cette position de la France. Mais pour le coup, c'est clair. Et le 11 octobre dernier, le roi, dans son discours à l'Assemblée, a remercié Emmanuel Macron en disant que la France, grand pays, nous soutient désormais. Donc ça y est, on est devenus à nouveau très amis, et on va sceller cette grande réconciliation lundi avec cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, très préparé pour vraiment passer à une nouvelle étape après cette crise, il faut le rappeler, qui était quand même historique, on n'avait jamais vu ça. Et sur place, évidemment, les milieux d'affaires sont éminemment soulagés. Alors, c'est le grand soulagement, parce qu'il faut rappeler quand même le poids du Maroc. La grande réconciliation, le grand soulagement. Exactement, il faut rappeler le poids du Maroc pour la France, pour les entreprises françaises. Il y a sur place 1300 filiales, tout le CAC 40 est présent, beaucoup de PME se sont implantées. Il y a vraiment une base industrielle qui a été développée par les Français, il faut le dire. Moi, je suis très impressionné par ce pays parce que j'ai fait plusieurs reportages il y a plusieurs années et j'ai vu l'évolution. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'industrie, dans l'aéronautique et dans l'automobile au Maroc, c'est très impressionnant parce que c'est une montée en gamme impressionnante. Alors, il y a à la fois le volume, c'est-à-dire il y a Renault et Stellantis dans l'automobile qui produisent massivement, mais il y a aussi la montée en gamme sur la valeur ajoutée de cette industrie marocaine, notamment dans l'aéronautique. La France est le premier investisseur étranger au Maroc, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire avec la brouille, on a vu que nos concurrents ont quand même fait quelques percées. On a vu les Chinois, notamment dans le projet de voie ferrée. On a également les Espagnols dans les grands projets d'infrastructures. Les Espagnols sont très présents là-bas. Mais tout de même, en stock, en capital accumulé, on reste le premier investisseur. Nos échanges ont beaucoup progressé. Et en fait, les milieux d'affaires voient la fenêtre. Ils se disent, bon, on a été mal en point ces dernières années à cause de la brouille diplomatique. Là, c'est l'occasion de confirmer et de rafler les gros contrats, parce qu'il y a beaucoup de gros contrats qui sont en négociation actuellement. On va en parler, Thierry. Les boîtes françaises qui, il faut le dire et le reconnaître, ont beaucoup délocalisé aussi leur production là-bas. Totalement. C'est pas seulement pour servir le marché local. Absolument. L'exemple même, c'est Renault. On se souvient peut-être en 2012, Renault avait annoncé l'ouverture d'une usine à Tanger. Ça avait fait une grosse polémique en disant Renault délocalise la production de voitures à bas coût. C'était la Dacia sur place. C'est une vraie délocalisation. C'est-à-dire que Renault produit presque 400 000 véhicules au Maroc et en réexporte 90%. Donc des véhicules d'entrée de gamme ou des véhicules de tout Alors, c'est surtout de l'entrée de gamme, mais c'est en train de monter, mais c'est effectivement surtout des voitures dites low cost. Mais ça s'améliore, c'est-à-dire Renault implante en ce moment un centre de recherche à Tanger, donc on voit bien qu'ils gambergent pour des... 400 000 véhicules, enfin je veux dire, c'est pas une broutille. Hein.
C'est pas une broutille. Et Stellantis a ouvert une usine à Kenitra quelques années plus tard, et eux, ils vont passer à 450 000 véhicules. C'est pas pour le marché local. Évidemment. Donc ça revient chez nous après. Totalement. Et donc on peut mettre ça en phase avec la diminution de l'emploi industriel dans l'automobile et le déficit extérieur automobile qu'on a en France. On a quand même transféré la production et donc les emplois dans l'automobile au Maroc. C'est tout bénéficie pour les Marocains, mais de fait, c'est quand même un problème pour l'industrie française. Le Maroc qui se lance aussi, là je l'ai appris, dans la production de batteries électriques, ça corrobore ce que vous me disiez sur la montée en gamme du royaume. Ça, c'est très impressionnant. Les batteries, des gigafactories. Des gigafactories qui vont s'ouvrir au Maroc. On le sait peu. Il y a un grand groupe chinois qui est en train de donner les premiers coups de pelle près de Tanger et qui a affiché 6 milliards d'investissements. On ne sait pas s'ils vont aller jusqu'au bout, justement, avec les problèmes de la voiture électrique en ce moment. Mais en tout cas, le projet, il est lancé et ils ont choisi le Maroc. C'est ça qui est intéressant. Quand ce pays a construit sa base industrielle, qui était low cost au début, et on voit bien qu'il monte en gamme, et donc il arrive à attirer des investisseurs étrangers. Un mot sur l'aéronautique, c'est très impressionnant. Il y a 20 000 emplois sur place, 140 sites qui sont implantés autour de Casablanca. Boeing y est, Airbus, Safran emploie 4 000 personnes là-bas. Et vous savez, j'étais allé dans l'usine de Safran il y a quelques années, mais depuis j'ai vu la progression, ils n'ont pas cessé d'embaucher. On voit bien qu'il y a des localisations. Alors c'est pas comme l'automobile où là on ne construit pas tous les avions sur place, ce sont certaines pièces qui sont délocalisées, mais il n'empêche que voilà, le Maroc participe à la construction de nos Airbus. Il n'y a pas de ligne à grande vitesse, de TGV, entre guillemets de TGV aujourd'hui au Maroc, mais il y en aura bientôt. Alors si, il y en a une déjà. Le premier tronçon qui a été construit entre Tanger et Kenitra en 2018. Il est en construction Alors celui-là, il marche. C'est le premier TGV d'Afrique. Au début, il y avait toute une critique en disant mais pourquoi ils font un TGV, un pays qui est encore assez pauvre, avec de grandes inégalités, ça va servir à l'élite. En fait, la bonne surprise, c'est qu'il y a une très grosse fréquentation. Donc de la classe dirigeante, mais aussi de la classe moyenne. Et donc, ils affichent de forts chiffres. Et ils sont en train de lancer un projet pour prolonger ce TGV jusqu'à... Donc d'où à où ? Alors, donc, jusqu'alors, c'est Tanger, Kenitra, et ensuite, donc, un peu au sud, au nord de Rabat. Ils vont ensuite le prolonger jusqu'à Marrakech. Donc, ça fera vraiment... le pays sera quadrillé ensuite de voies ferrées. C'est un méga marché qui oppose donc les Français, mais aussi les Espagnols. Et actuellement, le gros contrat, c'est celui d'Alstom, puisque Alstom propose de fournir des locomotives pour ce projet, mais également pour d'autres projets de TER, etc. Un projet d'1,5 milliard. Le patron d'Alstom sera avec Emmanuel Macron. C'est un gros enjeu de ce qui se joue actuellement au Maroc sur les infrastructures. La France n'est pas seule, puisque dans ce projet de TGV, les Chinois en ont une partie, mais en fait, je pense que la réconciliation va avoir des retombées concrètes sur les contrats qui vont être gagnés. Ouais, cet agrandissement de la ligne à grande vitesse, elle se fait dans le cadre d'une compétition de football, dans le cadre de la Coupe du Monde 2030. C'est ça. C'est ça. Espagne. C'est ça. Espagne, Portugal et Maroc. Donc, le pays est en ébullition parce qu'évidemment, il se projette à ce moment-là pour afficher cette vitrine d'un pays qui se développe avec un gros réseau d'infrastructures et la construction de stades. Donc on voit bien que ce pays, c'est vraiment il était en grande transformation, et c'est intéressant de noter que c'est un pays émergent qui a encore de grandes inégalités, mais par rapport il y a des études qui sont sorties qui montrent que la valeur ajoutée industrielle de ce pays est supérieure à ce qui se fait en Turquie et même dans certains secteurs en Chine. Donc on voit bien qu'ils sont très intelligents puisqu'ils ont vraiment attiré la matière grise. Actuellement, il y a des grands projets de formation pour justement arriver à monter en gamme. Et si on compare aux voisins, il y a quand même une comparaison qui fait mal. C'est qu'on a un pays qui se diversifie, qui se développe, et le voisin algérien qui est un pays qui a une rente pétrolière, alors qu'au Maroc il n'y a pas de pétrole, et qui a utilisé sa rente pétrolière pour redistribuer des revenus à sa population, mais qui n'a rien construit. L'économie algérienne n'est absolument pas diversifiée. On voit bien même les méfaits de la rente pétrolière quand on en profite sans investir dans l'avenir. Eh bien, ça donne un pays aujourd'hui qui est un peu enquisté et qui n'est pas diversifié. Des contrats aussi sont en vue dans justement le Sahara occidental. Alors ça, c'est le nouvel Eldorado, parce que justement, donc, en reconnaissant la souveraineté marocaine sur ce territoire, la France prend pied aussi avec de grands projets. Il y a une grande ligne électrique
à haute tension Darla Casablanca et Engie est sur le coup. C'est un contrat de 1,5 milliard. Il y a des grands projets d'usines de dessalement, là aussi. Les Français sont partie prenante. Il y a des grands projets solaires, puisqu'on est dans le Sahara, et donc il y a un potentiel solaire énorme. Et ça va être un peu le nouvel Eldorado. C'est-à-dire qu'on voit bien que beaucoup d'entreprises se pressent au portillon. Les Français disent avoir déjà une longueur d'avance. La Chambre de commerce franco-marocaine que j'ai interrogée a déjà ouvert des bureaux. On est les premiers à les ouvrir. Et donc on veut prendre des positions. Alors avec un petit risque quand même, ce territoire est contesté. Oui. Vous avez en face le Front Polisario qui dit avoir repris la lutte armée, même si pour l'instant on ne le voit pas, mais en tout cas qui dénonce l'occupation et qui considère la France comme agent du colonisateur marocain. Donc il y a quand même un risque potentiel pour nos entreprises. Pour l'instant, elles le mettent de côté et elles foncent. Touchous. Donc cette grande réconciliation va générer beaucoup de business et de jute au contrat. Absolument. Et la semaine prochaine, lors de cette visite d'État du président Macron, pour nos entreprises, pour nos grands fleurons. Absolument. Même si la visite ne sera pas affichée très économique, en tout cas, ils seront là, les chefs d'entreprise seront là, ça va discuter dans les couloirs. Bon de commande. Et peut-être même si les contrats ne vont pas sortir la semaine prochaine, ils sortiront plus tard. Allez, merci beaucoup. Avant de se quitter, on regarde la une de Challenge. Qui vient de sortir en kiosque sur la foire. Ben oui, on en parle tous les jours sur Boursorama, cette foire aux impôts. Combien allez-vous payer? C'est vrai qu'on est encore dans le flou. Hein. On est dans le flou. Bon, on a compris qu'on allait payer. Oui, alors c'est important de rappeler que la boîte de Pandore des impôts a été ouverte par Michel Barnier. On se rappelle que depuis... Au nom de la justice fiscale. Voilà, et du redressement de notre budget. Depuis 7 ans, on avait oublié des hausses d'impôts, puisque c'était plutôt des baisses. Mais là, en ouvrant la boîte de Pandore, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Il y a déjà une base très importante puisqu'il projette non pas 20 milliards mais 28 milliards de hausses d'impôts et vous avez une créativité fiscale dans tous les mouvements pour ajouter des taxes. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais en tout cas c'est assez inquiétant parce que l'addition grimpe de jour en jour et ne vise évidemment pas que les riches et les grandes entreprises, mais désormais toute la population. Notamment les taxes sur l'électricité. Absolument. Et ça encore, c'est pas encore tranché. Merci beaucoup Thierry Fabre, donc rédacteur en chef au magazine Challenge. Salut.